Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un rapport de la Cour des comptes sur l'éducation artistique et culturelle qui estime que les inégalités persistent entre les établissements et les régions. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, 100% des jeunes de 3 à 18 ans devaient profiter d'une offre artistique et culturelle. Cette EAC, comme on l'appelle, devait encourager, je cite, l'acquisition de connaissances, rencontrer des œuvres et des professionnels, et également la pratique artistique. Hier, la Cour des comptes a publié une enquête de 158 pages menée auprès des directions régionales des affaires culturelles, des rectorats et des activités locales. Conclusion, je cite, « Outre une difficulté particulière à mesurer l'effectivité des actions et des dispositifs dans l'enseignement élémentaire, leur mise en œuvre au collège et au lycée apparaît non seulement incomplète, mais source d'inégalités, notamment pour les jeunes issus de milieux défavorisés. En définitive, le déploiement de l'éducation artistique et culturelle dépend avant tout de l'implication et de la culture personnelle des enseignants. Quelques chiffres pour compléter cela. En 2023, 39% des élèves du premier degré, maternelle et primaire, ont bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle, 54% pour les élèves de terminale professionnelle et 84% pour les élèves en seconde générale et collège. Et s'il n'y a pas de créneau dédié à cet enseignement dans l'agenda, c'est parce que ce sont les professeurs qui doivent le prévoir. L'enquête révèle également que les inégalités se reflètent dans les coûts de transport ou encore l'investissement des collectivités dans les moyens matériels et humains. Objectif de la Cour des comptes, développer les offres culturelles, les rendre obligatoires dans chaque établissement et vérifier les activités avant de les proposer aux professeurs. On poursuit avec une question sur la protection des enfants. Les parents doivent-ils utiliser la géolocalisation pour leurs enfants ? Et la question est légitime. La mort de Louise, cette petite fille de 11 ans retrouvée morte dans un bois en Essonne, a ravivé les inquiétudes des parents qui se demandent comment protéger au mieux leurs enfants. Beaucoup ont déjà opté pour un petit capteur GPS à accrocher au cou de leurs enfants ou dans leur cartable, ce qui permet aux parents de suivre leur enfant en temps réel, de connaître leur position et leur déplacement. Alors si certains parents utilisent déjà des applications de géolocalisation, d'autres, comme Sophie, mère de famille, géolocaliser ses enfants n'est pas la meilleure option. On l'écoute au micro d'Erwan Chassin sur France Inter. Il est hors de question qu'on commence à pucer nos enfants pour savoir où ils sont. Quand bien même mon enfant serait pucé, ça me permettrait de retrouver son corps poignardé. C'est un choix que je fais, sinon je pense que la vie serait horrible et mes enfants ont droit à leur enfance. Et pour Samuel Comblé, psychologue et directeur adjoint de l'association e-enfance, je cite, « Avec l'impression pour l'enfant que 100% du temps il est surveillé par ses parents, je ne suis pas certain que ça lui apporte une sécurité complète et ça ne l'aide pas, surtout à apprendre à se protéger par lui-même. » Quant aux psychologues, ils recommandent aux parents d'avoir le consentement de leurs enfants avant d'adopter un dispositif de surveillance. On poursuit ce journal avec la condamnation d'un moniteur auto-école suspecté d'avoir commis des agressions sexuelles sur ses élèves entre 2020 et 2022. Et le tribunal a tranché, l'homme a été reconnu coupable et condamné à 18 mois d'enfermement avec sursis probatoire, interdiction d'exercer son métier, interdiction durant 10 ans de convoiter un métier en lien avec des mineurs. Il sera également inscrit au fichier des délinquants sexuels et devra indemniser ses victimes. Pour rappel, Franck-Albert Philomin, le moniteur d'auto-école reconnu coupable, était accusé de comportements déplacés et trop tactiles envers ses élèves féminines. On parle de 10 victimes, dont 3 mineurs. Main sur le genou, dans les cheveux ou les hanches, le moniteur d'auto-école a abusé de sa fonction pour commettre ces gestes à répétition. Alors si pour lui il s'agissait uniquement de corriger les manœuvres de ses élèves, il a aussi précisé que c'était un moyen de se venger des élèves qui n'avaient pas payé leurs leçons avant de s'excuser auprès de toutes les victimes. Et puis, une mesure qui a rencontré un franc succès auprès des jeunes, celle de l'obtention du permis dès 17 ans. Une mesure qui avait été mise en place en janvier 2024. En effet, des résultats encourageants, puisque depuis la mise en place de cette mesure le 1er janvier 2024, c'est 290 050 jeunes qui ont passé l'examen pratique du permis de conduire, avec un taux de réussite de 73%, toute tranche d'âge confondue, d'après les résultats du gouvernement. Alors, cette décision du permis à 17 ans a-t-elle profité à toutes les régions ? Comment expliquer un tel taux de réussite ? Quel bilan doit-on dresser ? On écoute Patrick Mirouz, qui est président de l'école de conduite française. Il s'exprimait ce matin sur RMC. On pensait surtout que ça allait marcher en ruralité, mais là on observe que ça marchait partout, y compris dans la Grande Couronne et même en Outre-mer. Plus on est jeune,
plus on a envie d'apprendre. C'est comme une mobilité choisie et une mobilité un peu subie quand on passe le permis à 25 ans parce qu'on a un travail et qu'il faut vraiment se déplacer avec son véhicule. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième, c'est qu'il y a un dispositif d'apprentissage, j'y reviendrai, qui s'appelle la conduite accompagnée, qui est la filière la plus sûre, qui est un dispositif progressif d'apprentissage sur 2 ou 3 ans, en accompagnement avec les parents. Et là, on se trouve qu'on a beaucoup de jeunes qui étaient dans ce dispositif-là et qui ont arrêté, entre guillemets, sur la fin de ce dispositif et qui ont passé le permis de conduire. Ce qui explique qu'on a à peu près 15 ou 18 points de plus que la moyenne nationale. Et on termine ce journal avec une étude scientifique menée par des chercheurs mexicains qui semble prouver que l'exposition à la musique classique stimulerait le système nerveux des fœtus. L'exposition à la musique entraîne dans l'ensemble des rythmes cardiaques fœtaux plus stables et prévisibles. Nous pensons que cet effet momentané pourrait stimuler le développement du système nerveux autonome du fœtus. Voici ce qu'affirmait Claudio Lerma, le rapporteur de l'étude. L'expérience a été réalisée d'avril à juillet 2024 auprès de 37 femmes enceintes durant leur 3e trimestre de grossesse. Alors pendant 3 mois, ces femmes ont été équipées d'électrodes afin d'enregistrer des électrocardiogrammes des fœtus grâce à des écouteurs placés sur leur abdomen. Des musiques mexicaines et européennes classiques ont été diffusées. Résultat, les chercheurs ont remarqué des changements dans le rythme cardiaque pendant et après la diffusion de la musique classique. Prochaine étape, continuer les expériences, je cite, au-delà des pièces classiques. Merci Louisa.